Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la maison de l'e-sport ici à l'Arena. Et puis bonjour à toutes et à tous aussi à celles et ceux qui nous suivent en ligne sur Twitch, sur la chaîne de France e-sport. Donc je suis Nicolas Beson, je suis enseignant-chercheur en sociologie du sport à l'université Paris-Cité et également administrateur de l'association France e-sport. Et je suis ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau rendez-vous consacré à l'e-sport et à ses enjeux. Donc les matinales de l'e-sport parisien, c'est le fruit d'une réflexion qui a été menée par les acteurs du secteur. Et quel est l'objectif de ces matinales ? Eh bien, c'est d'explorer le temps d'une matinée une problématique majeure qui impacte l'écosystème e-sportif. Qu'elles soient directement liées à l'actualité ou non, finalement, les thématiques que nous explorerons dans les mois à venir auront toutes un point commun. Elles sont rarement mises en lumière dans le débat médiatique et elles visent à offrir une tribune à des acteurs de l'e-sport, finalement, dont les voix, bien que rares mais discrètes, sont essentielles à l'évolution et au développement du secteur. Ce cycle de conférences, qui est organisé en partenariat avec la ville de Paris et qui bénéficie du soutien de la région Île-de-France et du ministère des Sports, vise à explorer en profondeur les enjeux sociaux, les enjeux économiques, environnementaux, technologiques ou bien même géopolitiques de l'e-sport. À travers leurs témoignages et leurs regards privilégiés sur le secteur, experts et expertes partageront leurs analyses et leurs recommandations pour surmonter les défis auxquels le secteur se confronte. Et pour cette première matinale, nous avons choisi de nous pencher sur un sujet encore peu exploré, mais pourtant au cœur des enjeux actuels, les liens entre l'intelligence artificielle et l'e-sport. En effet, je pense que vous le savez toutes et tous, l'e-sport, c'est un écosystème compétitif qui est en constante évolution, structuré autour, entre autres, de la performance, de l'innovation technologique ou encore de nouveaux modèles économiques. Parallèlement, l'intelligence artificielle transforme déjà notre quotidien, et ce texte en est la preuve, et pourrait s'imposer comme un élément clé du développement de l'e-sport. Elle intervient d'ailleurs déjà dans de multiples aspects qui viennent redéfinir la manière dont les joueurs et les joueuses s'entraînent, la façon dont les audiences sont monétisées et même la manière dont l'intégrité et l'équité des compétitions est préservée. Mais finalement, qu'entend-on réellement par intelligence artificielle dans le contexte e-sportif ? De quoi parle-t-on exactement ? Est-ce que c'est de l'analyse de données, de l'automatisation de processus, d'algorithmes prédictifs ? La réponse, finalement, c'est tout cela à la fois et certainement bien plus encore. Et les implications de l'IA sur la manière dont les compétitions sont à la fois préparées, gérées et vécues par les différents acteurs du secteur pourraient être majeures. Donc l'un des premiers enjeux et des plus concrets pour les compétiteurs et les compétitrices concerne la performance. L'IA offre aux équipes des outils d'analyse avancés qui aident à la fois à préparer et optimiser leurs entraînements, à identifier des axes d'amélioration, à affiner leur prise de décision, à améliorer leur capacité et à s'adapter à des environnements dynamiques et même parfois à simuler des adversaires virtuels de très haut niveau. L'IA est-elle devenue un atout stratégique incontournable pour la haute compétition ? C'est ce que nous essaierons de découvrir ce matin. Parallèlement, le développement économique de l'e-sport repose de plus en plus sur la monétisation de ces activités. L'intelligence artificielle pourrait offrir des outils et des solutions algorithmiques qui faciliteraient l'évaluation et l'optimisation des revenus publicitaires, des audiences, des marketplaces et des plateformes de trading, ou même impacter directement les dynamiques économiques propres aux jeux eux-mêmes à travers la gestion des items in-game. Mais l'IA soulève aussi des questions cruciales sur l'intégrité des circuits compétitifs. Comment détecter la triche et les pratiques frauduleuses quand elles deviennent de plus en plus sophistiquées ? Comment lutter efficacement contre le harcèlement en ligne et la toxicité grâce à l'analyse comportementale ? Ce sont des défis majeurs auxquels l'intelligence artificielle tente de répondre afin de renforcer et de garantir un environnement compétitif plus sain et équitable et afin d'améliorer la sécurité des communautés en ligne. Un autre domaine d'application concerne les paris et la prédiction des résultats de match. Grâce au modèle algorithmique, il est possible d'analyser des volumes de données considérables, d'anticiper des tendances et d'évaluer les performances des équipes avec une précision croissante. Enfin, l'intelligence artificielle participe activement au développement même des jeux et à l'évolution du game design, enrichissant l'expérience des joueurs et des spectateurs. De la gestion automatisée des flux vidéo à l'enrichissement des statistiques en temps réel, l'IA repense la manière dont les compétitions sont suivies et analysées, favorisant une immersion plus dynamique et interactive dans les compétitions. Enfin, nous ne pourrons pas conclure sans évoquer les défis et les considérations éthiques en matière de régulation. L'intégration de l'IA dans l'e-sport soulève des interrogations sur les limites de son utilisation.
Quels sont les risques? Quels sont les impacts à long terme de l'intégration de l'IA dans l'e-sport? Jusqu'où faut-il aller sans altérer la nature même du jeu et de la compétition humaine? Quel est le juste équilibre entre progrès technologique et préservation de l'esprit compétitif? Pendant 1 heure, nous allons explorer ces enjeux et ces thématiques, confronter les approches et les points de vue et tenter de mieux comprendre les implications de cette transformation technologique. Et pour saisir à quel point l'intelligence artificielle façonne l'avenir du jeu vidéo compétitif, je suis aujourd'hui accompagné de 3 des meilleurs spécialistes du sujet, au profil certes varié, mais complémentaires. Audrey Fleury est cofondatrice et présidente de Digital Insiders, une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse de données et l'intelligence numérique, forte d'une expertise en stratégie digitale, en veille et en cartographie d'influence. Elle accompagne les marques, les éditeurs et les clubs dans l'exploitation des données pour affiner leur positionnement et leur communication. Salut Audrey. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Flavien Guillochot est fondateur et CEO de Pandascore, une entreprise spécialisée dans l'analyse de données e-sportives en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Depuis la création de Pandascore en 2015, l'entreprise a contribué à structurer le marché des statistiques et des cotes, permettant aux équipes, aux médias et aux opérateurs de paris d'accéder à des données précises et exploitables. Salut Flavien. Salut. Merci d'être avec nous. Et enfin, Benjamin Xenesis-Castet est Head of Analytics chez Carmine Corp, où il joue un rôle clé dans l'exploitation des données pour optimiser la performance des équipes. Fort d'une expérience en data science et en ingénierie logicielle, il a travaillé avec plusieurs organisations majeures européennes. Merci beaucoup Benjamin d'être avec nous. Bonjour, enchanté. Salut. Donc vous l'aurez donc compris, l'expertise en data science, en analyse prédictive et en modélisation font de nos 3 invités des acteurs incontournables de l'innovation technologique dans le domaine e-sportif. Et donc sans plus attendre, je propose que l'on commence par introduire un petit peu cette notion d'intelligence artificielle. À titre personnel, comme j'en ai parlé avec vous en introduction, moi je suis assez novice sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a beaucoup finalement d'interrogations sur de quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on parle d'IA, peut-être même des fantasmes autour de cette intelligence artificielle. Flavien, peut-être je me tourne au début vers toi, mais bien évidemment c'est une question qui vous concerne tous les 3. De quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on parle d'intelligence artificielle ? Quelle définition on pourrait en donner, et notamment dans un contexte e-sportif ? Et ça, c'est une question aussi pour vous 3, et peut-être après Audrey, mais quelles sont les principales applications que vous voyez de l'IA dans l'e-sport ? Sujet très très vaste. Qu'est-ce que l'IA ? On pourrait vraiment en débattre beaucoup. Moi, je vois dans l'IA, c'est surtout une automatisation des processus que les humains feraient. Ça peut être tout et n'importe quoi, calculer. Bon, après, en prenant cette définition-là, on se dirait qu'une calculette, c'est de l'IA, pas vraiment. Donc il y a l'usage, remplacer des comportements humains, des bouts d'intelligence humaine, regarder, calculer, penser, etc., créer. Et après, il y a la partie technique. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de révolution IA aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un changement de paradigme dans la puissance de calcul qui s'est opéré, et du coup dans la complexité des algorithmes d'IA. On va parler de deep learning, des réseaux de neurones très très profonds. Alors, c'est peut-être pas le moment de faire un cours sur qu'est-ce que le deep learning et comment fonctionnent les réseaux de neurones, mais dans l'esprit, en fait, on trouve une approche un peu différente de calculer des choses et qui ressemble un peu plus à ce que ferait un humain. Et c'est là où ça devient vraiment génial, c'est que ça fait une petite dizaine d'années là qu'on arrive à faire des trucs de plus en plus poussés. Mais encore une fois, l'IA, c'est plus vieux que ça, ça a des dizaines d'années, et les applications de l'IA sont très anciennes. On est toujours en train d'essayer de remplacer l'humain et de l'améliorer. Mais maintenant, on le fait juste beaucoup, beaucoup mieux, même si on n'est pas du tout à ce stade d'intelligence généralisée où on a vraiment un algorithme qui est parfait, omniscient, comme on pourrait l'avoir dans certains films ou livres de science-fiction. Mais grosso modo, on est juste sur une amélioration technique en fait très, très violente qui fait qu'on peut l'appliquer dans plein de cas d'usage. Et je pense qu'on utilise tous de l'IA sans s'en rendre compte. Et je pense que c'est assez intéressant et un peu flippant aussi, peut-être dans une certaine mesure, mais ce serait comme ça que je le verrais, quoi. Ok. Toi, Audrey, les applications de l'IA, donc chez Digital Insiders, vous utilisez déjà l'IA. Qu'est-ce que tu observes en termes de tendance sur l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans l'e-sport, et vous, comment est-ce que vous l'utilisez ? De notre point de vue, on voit surtout beaucoup de choses autour de la communication. Je pense que sur toute la partie marketing, donc la création de contenu, mais aussi la compréhension des fans, des audiences à qui on s'adresse.
Donc ça, c'est un élément assez clé. Et puis, je pense que c'est aussi un élément qu'on voit beaucoup en ce moment parce que l'image, la vidéo générée par IA, donc tout ce qui est IA générative, en fait, fait beaucoup parler et surtout est rendu accessible à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui peut avoir un compte ChatGPT, peut avoir un compte Sora, Claude, etc. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage est plus orienté sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on automatise des process. Donc, par exemple, on pourrait avoir de l'automatisation sur de l'analyse de données, sur de la logistique aussi, potentiellement, pour du merchandising, etc. Donc, il y a à la fois quelque chose de très visible par rapport au grand public et des choses qui se font plus en interne, un peu en back-office. Et voilà, le troisième que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est l'apprentissage en fait que va permettre l'IA, c'est-à-dire qu'on va lui donner des données justement, et donc va apprendre en fait sur un circuit fermé, va apprendre de ces données pour répondre à des cas d'usage très très spécifiques. Donc nous, par exemple, pour collecter des données, on doit créer des requêtes. Et donc, en fait, on va pouvoir automatiser ces requêtes grâce à l'IA et donc venir soutenir nos analystes qui vont faire toute cette démarche d'analyse d'audience, par exemple. Ok, je vois que tu te tournais directement vers Benjamin, tu lui fais la passe décisive. Donc Benjamin, toi en tant qu'analyste, justement cette automatisation et cette récolte, cette automatisation de ces volumes de données que tu récoltes, comment ça se passe toi dans ton travail de manière assez concrète? Comment est-ce que tu utilises l'IA? À quoi ça te sert? Et de quelle manière est-ce que ça va impacter finalement ton travail? Nous, on est plus sur du machine learning et de la modélisation statistique de manière générale. Donc, c'est des méthodes, on peut dire, anciennes quelque part, même si c'est des trucs qui sont quand même relativement récents. Enfin, voilà, quoi, c'est des algos qui ont quand même maintenant 15 ans à peu près. Donc, c'est un peu vieux. Et quand on parle d'IA, comme l'a dit Flavien, il y a eu une redéfinition du paradigme. En fait, quand on parle d'IA aujourd'hui, on pense beaucoup IA générative, ChatGPT, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise au quotidien, quelque chose qui est inclus dans les process. On va pas, si on veut analyser un match-up sur League of Legends, on va pas demander à ChatGPT comment on joue tel match-up, par exemple. C'est pas forcément l'idée. En revanche, il y a plusieurs intérêts aujourd'hui dans l'analyse de données. La première chose, quand on pense à IA générative, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut automatiser la création de requêtes à partir d'une question. Donc en fait, un joueur ou un coach ou même un analyste qui veut vérifier un tableau de données ou générer un tableau de données pour avoir la réponse à une de ces questions, en fait, il peut directement poser la question. L'algorithme peut générer la requête qui va derrière pour aller chercher les données et renvoyer ça directement. Il n'y a plus besoin de coder tout le dashboard qui va avec. Et donc ça peut être une amélioration. Pour tout ce qui est IA générative, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui arrive de façon assez lente, mais qui arrive quand même un peu sur les jeux récemment. Et ce qui a fait beaucoup évoluer la situation au niveau e-sport, c'est l'arrivée du reinforcement learning il y a quelques années, donc avec des programmes comme AlphaStar et AlphaZero, donc pour les échecs, StarCraft et ce genre de jeu. Mais donc aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup sur les échecs. Donc au niveau des échecs, les joueurs pros s'entraînent vraiment énormément avec ce genre de programme, ou même Stockfish de façon peut-être un peu plus fréquente. Sur les jeux édités par Riot Games, c'est encore quelque chose. C'est pas encore arrivé là, quoi. On a un monde avec tellement de dimensions dans un jeu vidéo que c'est difficile aussi d'avoir ce genre d'algo peut-être et de les utiliser dans des jeux d'équipe, peut-être plus simple sur StarCraft. Ouais, ça a été fait sur Dota, il me semble, il y a quelques années. Je pense qu'un des défauts aussi qu'il y a, c'est que, et c'est aussi quelque chose que font les joueurs d'échecs, c'est qu'ils s'entraînent pas directement en jouant contre une IA. En fait, ils vont prendre une position particulière et ils vont analyser avec l'IA, tiens, qu'est-ce qu'elle ferait à ce moment-là, pour quelles raisons, quels sont les plans de jeu qui sont disponibles, ce genre de choses. Et aujourd'hui, les IA comme AlphaStar, elles permettent malheureusement pas trop de faire ça. Et encore moins sur League of Legends, du coup, parce qu'il n'y a pas d'IA propriétaire pour faire ça. Mais souvent, quand on s'entraîne en jouant directement contre quelqu'un, on préfère que cette personne puisse faire des erreurs pour justement voir quelles sont les options qui sont punissables
sans aller trop loin, quoi. Parce que sinon, on aurait aussi pu s'entraîner en jouant contre des scripts depuis plusieurs années, qui sont des programmes qui permettent de scanner directement l'écran et d'avoir des mouvements quasi parfaits. Mais en fait, aujourd'hui, on voit que ça n'a pas non plus énormément d'intérêt de faire ça au quotidien, quoi. Alors justement, pourquoi ça n'a pas autant d'intérêt? Parce que l'IA, finalement, elle est trop prédictible, elle a moins de comportements qui sont aléatoires, qui seraient des comportements qui se rapprochent des humains, ou pour quelle raison? Non, c'est surtout que l'entraînement devient un peu moins pertinent à partir du moment où on sait de toute façon, on ne peut rien faire dans un certain nombre de situations et que donc il faut attendre qu'une situation se présente pour que ce soit évident. Donc sur League of Legends, on peut penser à un gang, des situations de surnombre, ce genre de choses. Et du coup, ça réduit la pertinence qu'on peut faire de ce qu'on peut faire au niveau de l'entraînement, parce que de toute façon, on ne battra pas l'IA dans certaines situations. Un exemple bête, c'est si tu veux lâcher un Q-spell sur quelqu'un, toi, tu as un temps de réaction. L'IA, elle n'en a pas. Donc tu peux en rajouter un, tu peux simuler un petit slip 100 millisecondes ou quoi, mais fondamentalement, elle va aller juste 1000 fois plus vite, quoi. C'est parfait. Donc en fait, tu pourras jamais la toucher, quoi. Elle va tout dodge plus ou moins, quoi. Ouais, en fait, ça ne permet pas de s'entraîner parce que tu ne rencontres pas des joueurs comme ça qui ont ces temps de réaction qui sont infinis. Ou qui ont une capacité de calcul macro sur tous les paramètres en même temps. Parfait, c'est pas pertinent, quoi. Ouais, finalement, en fait, l'IA, il faut presque lui abaisser son niveau, parce que de base, en fait, elle est capable d'être beaucoup plus rapide que le cerveau Dans des jeux comme ça, humain. t'es obligé. Ouais. Sur Dota, ils ont mis des contraintes de temps qui fait que l'IA devait prendre plus de temps pour répondre à une situation. Et ça avait été fait sur AlphaStar aussi. En fait, ils avaient eu une première phase où ils avaient fait sans aucune limite. Ou alors ils avaient mis une limite d'APM par minute, et en fait ils se rendaient compte que l'IA, dans les moments où c'était pas forcément très important, elle jouait avec très peu d'APM, et puis il y avait des spikes d'APM sur des moments critiques, et en fait ils avaient abaissé ça justement pour que l'IA ne puisse plus jouer exactement comme ça, et ça avait quand même bien ralenti le niveau final qu'elle pouvait avoir, quoi. On digresse peut-être déjà un peu trop, mais sur ce sujet-là, il y a un truc qui est vachement marrant. Donc le nouveau paradigme, c'est un paradigme qui permet l'exploration. On parlait de reinforcement learning, etc. C'est des approches algorithmiques qui, grosso modo, permettent à l'IA d'explorer ses propres chemins, parce qu'elles vont tester des centaines de milliards. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des nouvelles stratégies. Aux échecs, typiquement, il y a des coups un humain n'aurait jamais fait. Et on voit un coup, on se dit, mais c'est nul. Et en fait, quand tu te rends compte que l'IA a une profondeur de, je sais pas, 50 coups, et en fait, c'est un coup brillant. Et c'est vachement intéressant dans l'exploration des nouvelles stratégies. Dans les jeux, dans la metagame en fait, d'un jeu, on pourrait s'imaginer que dans LoL, il y a certains items, on se dit non, ils sont vraiment sous-optimaux. Et en fait, les IA pourraient essayer de trouver ces nouvelles stratégies-là en disant non, cet item-là, il est fort parce que l'humain ne peut pas anticiper autant, mais nous, on arrive à l'anticiper parce l'IA a un spectre d'analyse qui est ultra puissant, quoi. Donc l'exploration, c'est vachement marrant dans le contexte de l'e-sport et du jeu en général. Carrément, mais alors, est-ce que là on parle de prospective, c'est-à-dire, parce que les cas que vous évoquez, je me souviens très bien de lorsque TLO jouait contre les IA sur StarCraft et ainsi de suite, mais c'est des cas où on entraîne des IA, même j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était plus pour entraîner les IA que pour entraîner les e-sportifs. Est-ce que ce que vous évoquez, c'est du prospectif, voilà ce que pourrait être l'IA et comment on pourrait l'utiliser, ou est-ce qu'aujourd'hui on a déjà des cas où on a des joueurs qui sont capables de s'entraîner, où on paramètre des IA qui vont simuler, je dis n'importe quoi, je sais que je vais affronter Faker dans 2 semaines, je paramètre une IA qui joue comme Faker et je peux déjà jouer contre Faker en amont. Alors non, on est loin d'être sur des choses comme ça, en particulier sur League of Legends, où en fait on ne peut pas paramétrer une IA qui joue comme Faker. Une des raisons pour lesquelles AlphaStar avait été développée et avait pu être développée de la façon dont elle avait été faite, c'est parce que Blizzard avait donné l'accès API du jeu aux chercheurs pour qu'ils puissent développer. Donc en fait, au lieu d'avoir à programmer tous les inputs un par un, du coup de dire l'IA, en fait, elle doit s'entraîner à choisir clic à tel endroit sur l'écran, etc. Elle pouvait juste dire on sélectionne ces unités-là et on fait tel déplacement ou telle action avec ces unités-là, ce qui est quand même vachement plus pratique. Sur League of Legends, il n'y a pas ça. Je pense heureusement sur certains aspects. L'autre chose aussi, comme je l'ai dit avant, c'est que t'as pas forcément, il n'y a pas forcément énormément d'intérêt au final à faire ça comme ça, et je pense que ça rendrait beaucoup de choses un peu complexes.
En revanche, aux échecs, c'est quelque chose, c'est des choses qui sont un peu faites. On va voir quelles sont les positions qu'un joueur va jouer fréquemment parce que je sais que je le joue dans tel tournoi dans une semaine. Et on va s'entraîner sur ces positions-là en utilisant l'IA pour se préparer à si je joue tel coup, je joue tel coup, si je joue tel coup, je joue tel coup. Et on apprend des séries de coups, parfois 30 coups d'affilée, ce qui commence à être gigantesque. Mais c'est un peu comme ça que fonctionnent les échecs compétitifs aujourd'hui, quoi. Et les échecs sont plus avancés à ce niveau-là parce que déjà le jeu est, il n'y a pas d'éditeur derrière, quoi, donc ça simplifie 2-3 choses. Et aussi les IA à ce niveau-là ont été les premières qui ont été développées. Deep Blue, je crois que c'est 96, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça commence quand même à dater. Ils ont eu plus de temps eux, pour s'adapter au changement du milieu. Puis le jeu est plus simple aussi. J'ai pas osé Oui. le dire. C'est ce que j'allais dire. Il y a un nombre fini de possibilités, c'est vrai que ça simplifie 2-3 choses dans l'histoire. Moins de personnages, de pièces que dans League of Legends, forcément moins de sorts et tout ça, quoi. Ok, je continue un tout petit peu avec toi, Benjamin. Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu vas utiliser l'IA dans ton travail? L'éditeur Riot, donc tu te charges quand même, on peut le dire, des équipes principalement League of Legends et Valorant, mais pas que, mais c'est principalement les équipes avec lesquelles tu travailles, donc en LEC et en VCT, c'est ça? Oui. Alors les équipes League of Legends, on en a plus que ça. Donc il y a LEC, LFL et l'équipe en deuxième division. Et sur Valorant, surtout avec l'équipe VCT. Sur Valorant, on est encore dans des des débuts de développement. La scène est moins structurée que sur League of Legends. La scène est un peu moins structurée aussi. Et moi, mon cœur de métier à la base, c'est plutôt League of Legends. Donc plus à l'aise à ce niveau-là, quoi. Et donc, Riot Games vous met à disposition des sets de données, je ne sais pas si on appelle ça des sets, mais beaucoup de données. Toi, ça te permet ensuite tu fais un travail d'analyse de ces données, de visualisation de ces données. C'est là où tu vas utiliser l'IA sur de la prédiction par rapport aux futurs adversaires des équipes que vous allez rencontrer. Comment ça se passe hyper concrètement? Ouais, alors il y a énormément de choses pour le coup. Donc ça commence avec le recrutement des joueurs. Déjà, on utilise de l'IA, beaucoup de modélisation statistique. Je préférais utiliser ce terme parce que c'est un peu plus évident. Donc c'est notamment comme ça qu'une grosse partie du projet Blue Star a été fait. Donc en deuxième division, donc pour de la détection de jeunes joueurs, on a beaucoup utilisé ces modèles-là et c'était l'occasion de tester un peu à grande échelle pour voir ce que ça donnait. Même ensuite sur la LFL et sur la LEC, il y a toujours un input derrière qui peut aller parfois à contre-courant et parfois dans le sens des coachs. Donc ça permet d'avoir un deuxième avis qui ne se base pas sur des critères empiriques. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Ensuite, donc je travaille aussi sur l'analyse de méta de manière générale. Donc il y a eu un nouveau patch. Est-ce que tel champion qui a été buff, ça vaut la peine de commencer à s'entraîner dessus? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce que ça change des match-ups? Donc il y a toutes ces questions-là auxquelles ils font toujours réfléchir. Les builds aussi, donc quels items on fait sur tel champion, qui sont des choses qui changent de façon relativement fréquente. Et sur la préparation des matchs aussi, du coup. Donc là, on est plus sur de la visualisation de données précises. Donc il y a toujours de la modélisation parce que ça en fait un peu partie. Mais voilà, c'est un peu les trois gros axes principaux sur lesquels on travaille. Et puis avec tout ça, au niveau de mon travail, il y a toujours toute la partie ingénierie logicielle parce qu'il faut rendre toute la donnée accessible pour les coachs, pour les joueurs, si jamais ils ont besoin de la consulter. Donc il y a toute cette partie-là qui vient avec aussi rajouter une couche de fun en général. Ça a l'air hyper fun. Je sais pas pourquoi tu dis ça de cette manière aussi ironique. Moi, ce que j'entends derrière, c'est cette question de la mise à disposition des données. Tu as évoqué sur un ton un peu sarcastique que les échecs, il n'y avait pas d'éditeur derrière et tout ça. Donc, on va y revenir forcément dans ce sujet-là. Je me tourne vers toi, Audrey. Mais finalement, là, on a vu comment l'IA pouvait être utilisée pour les équipes et dans la performance des joueurs. Mais sur la question de la monétisation, à la fois, j'évoquais en introduction la monétisation des espaces publicitaires, des audiences et ainsi de suite, et tu l'évoquais toi-même. Vous, concrètement, comment est-ce que l'intelligence artificielle, finalement, elle permettrait, ou elle permet déjà actuellement d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais on en parlait avant, mais j'ai jamais su, au moment où je préparais l'émission, si je devais parler au présent ou au futur
parce que j'arrive pas à savoir si c'est déjà là ou si c'est finalement de la prospective, mais comment est-ce que ça permet ou ça permettrait aux acteurs de l'e-sport finalement de développer leur activité, d'optimiser leurs revenus et ainsi de suite. Comment ça fonctionne et cette question de la mise à disposition des données, comment vous les récoltez? Cette question des API ou des sets de données, ainsi de suite, je suis hyper curieux. Bah, effectivement, je pense qu'on peut commencer par ce qui existe déjà et puis finir sur où on va, ou en tout cas les cas d'usage potentiels pour le futur. Bah, le premier élément, c'est effectivement comment on collecte cette donnée. Donc nous, c'est essentiellement via des API. Après, on peut faire du scrapping. Alors attends, peut-être pour les gens qui ne savent pas, Oui. est-ce que tu peux... Ce que c'est une API? Ouais. Alors, j'aime bien donner un peu cette métaphore, mais une API, c'est un peu comme une porte où en fait, derrière, vous avez tout un tas de serveurs et donc vous allez ouvrir la porte pour récupérer les données qui sortent. Donc, il y a souvent des clés API en fait, qui vous permettent de vous connecter à des API. Et donc, vous allez avoir, par exemple, une API pour les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Meta va vous donner accès à l'API pour récupérer certaines données. Vous allez avoir des éditeurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur lesquels on peut récupérer aussi des données, etc. Et puis, le scrapping, c'est envoyer des petits robots sur des sites web qui vont en fait collecter les données. Donc voilà à peu près les deux méthodes principales que nous, on utilise. Il peut en avoir d'autres. Donc, voilà. Donc on va collecter toutes ces données et derrière, on va avoir un premier traitement de l'IA qui va donc les trier, les segmenter selon tout un tas de critères que nous, on va lui donner. Et ensuite, c'est vraiment un travail d'analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de données. Il y a les données chiffrées, où donc là, effectivement, ça fait des dizaines d'années que on a des capacités de modélisation statistique, du machine learning, du deep learning qui nous permettent de faire tout un tas de choses. Et puis, on a des données non structurées. C'est l'image, c'est le texte, le langage, comment on comprend le langage. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de LLM dans l'IA, Large Language Model. Donc, c'est la modélisation pour comprendre le langage et le texte, en fait. Et notamment, beaucoup de choses jusqu'à présent étaient sous forme de texte. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et particulièrement dans l'e-sport, la vidéo, en fait, prend de plus en plus de place. Donc, comment on analyse ces flux vidéo en permanence? Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a des milliards de contenus qui sont créés. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est pas d'analyser une vidéo, c'est d'analyser une vidéo en masse. Et c'est là où l'IA vient nous aider, puisqu'elle permet de la rapidité et elle permet, comme tu le disais tout à l'heure, de démultiplier tout ça. Donc voilà, on va collecter toutes ces données, les analyser sous différents angles. Et en fait, ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, on va avoir plusieurs types de données. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les audiences. C'est comprendre les opinions et les comportements des audiences. Et donc, basé sur ça, une fois qu'on les a compris, analysés grâce à l'IA, on va pouvoir en fait adapter les stratégies de communication, les stratégies de publicité. Donc, par exemple très concret, on identifie que dans notre audience de la Carmine Corp, on a des fans de rugby ou de foot. Et dans ce cas-là, la publicité qu'on va faire sur Facebook pour promouvoir la cassée, on va cibler sur les fans de rugby et de foot, ce qui nous permettrait vraiment d'adresser les audiences qu'on sait, dont on sait qu'ils sont fans du club ou d'e-sport. Donc ça, c'est un premier exemple. Ok, très, très clair pour le coup. Et aujourd'hui, parmi vos clients, je l'ai évoqué en introduction, donc tu as à la fois des clubs, des éditeurs, des annonceurs. Est-ce que tu rencontres parmi ces clients ou ces acteurs des acteurs qui ont des demandes très très particulières dans lesquelles sans IA, vous n'auriez pas pu finalement répondre à ces requêtes? Alors aujourd'hui, pas encore. On est capable d'y répondre. Ce qui change fondamentalement, c'est le temps que ça prend. C'est-à-dire qu'il y a certaines analyses, ça nous demandait 1 mois, 2 mois, 3 mois.
D'autant plus que quand on analyse du texte et donc du langage, il faut aussi penser par langue. Donc quand je dois analyser du français ou du chinois ou du japonais, c'est pas du tout la même chose. Il y a aussi un élément culturel. Par exemple, si on se retrouve dans le secteur de la pharmacie et qu'on voit un tweet qui dit il est décédé suite à la consommation de médicaments, c'est dramatique. Mais si on voit dans le domaine de l'e-sport, il est décédé après le gank, on n'est pas du tout sur la même typologie en fait, de commentaires et la même gravité. Donc il y a une contextualisation en fait, qui est hyper importante, aujourd'hui qui est faite par l'humain et qui n'est pas encore bien réalisée pour nous par l'IA. Donc demain, potentiellement, c'est des choses que l'IA pourra comprendre et capter, mais il y a ce besoin de contextualisation en fonction des données, et notamment sur les données non structurées. Donc de ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même toujours besoin finalement d'un humain derrière l'IA, à la fois pour la paramétrer, pour lui dicter finalement ce qu'elle doit faire, et pour recontextualiser parce que potentiellement elle peut faire des erreurs. Exactement, c'est ce qu'on appelle les fameuses hallucinations de l'IA, qui peuvent inventer des choses qui ne sont pas du tout dans le dataset qu'on lui fournit. Alors bien sûr, il faut l'entraîner, il faut apprendre, etc. Mais il y en a quelques fameuses qui sont sorties avec ChatGPT. Donc il y a ça. Ce qui est hyper aussi important, c'est de dire que les analystes aujourd'hui, ils sont augmentés par l'IA. Donc effectivement, ils vont faire des prompts. Donc il y a vraiment une nouvelle science qui est le prompt engineering. Apprendre à prompter, à donner des instructions à l'IA pour qu'elle ressorte tout un tas de choses. Et quand on voit quelqu'un qui fait un prompt très simple vs quelqu'un qui a travaillé son prompt, l'IA ne donne pas le même résultat. Donc ça, c'est finalement une nouvelle compétence à développer. Et puis, cette partie contextualisation qui est hyper importante, notamment quand on analyse de l'opinion et du comportement. Donc, en fait, finalement, c'est beaucoup de données qualitatives. Donc, oui, finalement, que... Exactement. Il y a le non structuré, c'est le quali, en quelque sorte, et structuré, c'est le quanti. Ok. Et de quelle manière... tu penses que ce que vous faites et à l'avenir, ce qui va se développer, peut aider à... On le sait aujourd'hui, la soutenabilité économique du secteur e-sportif, elle est quand même très précaire, si ce n'est pas soutenable, en fait, pour le dire très concrètement, quoi, en tout cas pour la grande majorité des acteurs. De quelle manière est-ce que ça peut favoriser ou en tout cas aider, peut-être pas, ça va peut-être. Est-ce que c'est un game changer en fait dans la monétisation et dans les modèles économiques qui vont arriver, ou c'est juste une aide, mais il ne faut pas non plus penser que ça va tout changer, quoi? C'est une très bonne question. Justement, là, si on fait un peu plus de prospectif, donc on verra ce qui se passe dans les années à venir. Et puis, je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, dans l'IA, tout change très vite. Les modèles s'améliorent beaucoup. Tous les 3 mois, il y a des nouveautés. Donc, il y a quand même une difficulté parfois de construire des choses sur le long terme. Ça demande une agilité incroyable. Ce qui n'est pas toujours simple quand on est un club e-sport. Il faut investir les moyens pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un premier élément. Ce que je trouve intéressant de 3 manières qui, je pense, pourront apporter un complément de revenus ou des revenus supplémentaires. Quand on regarde aujourd'hui dans l'e-sport, c'est essentiellement le merchandising et le sponsoring qui rapportent des revenus au club. Donc, premièrement, l'IA pourrait permettre de développer l'expérientiel du fan, à la fois sur Twitch. Donc, par exemple, on pourrait imaginer demain, il y a déjà quelques tests qui sont faits en ce sens, que pendant un match de League of Legends, il y a une IA qui est dans le chat, qui anime le chat, qui du coup peut inciter, en fonction de tout ce qui se passe, tous les events in-game et pendant le match, donc qui va pouvoir à la fois animer l'audience et capter aussi plus de monde. Donc du coup, ça va peut-être permettre de faire croître ces audiences et donc mécaniquement engendrer des revenus. Deuxièmement, il y a aussi tout ce qu'il y a autour du sponsoring. Donc aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'affichage de logos.
Je pense qu'avec l'IA, on pourrait développer l'expérientiel du fan et les activations sponsoring pour pouvoir justement un peu plus les personnaliser en fonction des audiences et donc attirer plus de sponsors voilà, pour toucher ces audiences-là. Ok, ça voudrait dire que moi, en tant que fan, grâce à l'IA, on pourrait imaginer que le même sponsor me propose une activation alors qu'on est tous en train de regarder la même chose, mais qu'en fonction de moi qui ai plutôt plus de 40 ans face au même fan, mais qui lui a plus 20 ans et on n'a pas forcément les mêmes envies, il y aurait une activation qui serait différente au même moment. Exactement. Ok. Et le troisième élément, je pense, qui est plus orienté sur le merchandising, c'est pareil, demain, on pourrait faire de l'hyper-personnalisation du merchandising. Donc, par exemple, ton maillot, tu l'adaptes, il est adaptable, et donc chacun recevrait un maillot différent. Les goodies que tu achètes, etc., pourraient être personnalisés en fonction de tes goûts et bien sûr, fait ça de manière automatisée avec l'IA. Et puis après, il y a toute une partie plus dans l'ombre, mais toute la partie logistique, où on pourrait effectivement gagner en automatisation des processus. Et donc là, plutôt être dans une logique de réduction des coûts. Voilà. Donc c'est 3 pistes qui aujourd'hui sont testées. Je ne les ai pas vues vraiment en œuvre à 100%, mais qui sont assez intéressantes, je trouve. Réduction des dépenses et augmentation des revenus, quoi. Exactement. Ok, excellent. Je me tourne vers toi, Flavien, parce que quand on parle de revenus, et forcément la question des paris, c'est un sujet, alors pas spécialement en France, mais dans le secteur de l'e-sport, les revenus liés aux paris et au betting, c'est quand même quelque chose de non négligeable et ça prend des formes très très variées. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que fait Pandascore ? C'est quoi le betting, même si tout le monde pense savoir, mais peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu plus. Et puis, de la même manière que pour Audrey et Benjamin, c'est finalement dans quelle mesure est-ce que les différents algorithmes de prédiction, puisque c'est ça finalement que vous faites, j'ai l'impression de la prédiction de résultats, finalement, ils vont influencer le secteur des paris dans l'e-sport, quoi. Nous, on est un fournisseur de données au sens très large. Et donc notre job, c'est de collecter de la donnée, de la structurer, de la proprifier et de la transformer. La prédiction, ça va être une transformation de données brutes en données un peu raffinées. Donc nous, on va collecter de la data sur tout un tas de compétitions de jeux vidéo, d'e-sport. Ça va être avec des API, ça va être avec du scrapping, ça va être avec de la computer vision, donc de l'analyse automatique par intelligence artificielle de flux vidéo sur Twitch, sur YouTube, etc. Et en temps réel. Donc on a plein de méthodes de collecte de données. On va ensuite la stocker, cette donnée-là, la proprifier, vérifier qu'il n'y a pas des incohérences, que l'algorithme n'a pas mis qu'il y avait 10 kills et puis 2 secondes après, il a mis 8 kills. Pas possible, on ne peut pas baisser en kills. Ce genre de choses. Et ensuite, on va prédire. Notre business à nous, c'est majoritairement le betting, donc le pari e-sportif. Pourquoi ? Parce que la donnée, c'est compliqué à manipuler. Je pense que tu es très bien placé pour le savoir. Et que tous les clubs e-sportifs, toutes les boîtes dans l'e-sport, en fait, n'ont pas la capacité ou la volonté ou l'éducation de manipuler la donnée et d'en faire des choses plus ou moins pertinentes et intéressantes, comme du recrutement automatisé ou en tout cas avec de l'analyse de larges sets de données. Et le betting, en fait, c'est un paradigme un peu différent. Quand on parie sur un match de sport ou d'e-sport, ça ne change absolument rien. On parie sur une cote. Et cette cote est bonne, le site de pari va gagner de l'argent. La cote n'est pas bonne, le site de pari va perdre de l'argent. Le pari, c'est pas comme le casino, la maison ne gagne pas tout le temps. Si les prédictions du site de pari sont mauvaises, avec un certain delta, la maison perd. Et du coup, nous, notre job, c'est de faire ces cotes-là le plus précises possible. C'est des prédictions qu'on essaie on dit calibrer, quoi, qu'elles représentent bien la probabilité réelle. Et on fait ça avec plein d'approches algorithmiques différentes, parce qu'on prédit plein de choses. On va prédire qui va gagner. C'est le cas d'usage le plus classique. On parie sur le PSG va-t-il gagner samedi. Ça, c'est un truc très simple, mais ça peut être aussi combien de buts. Donc dans l'e-sport, combien de kills. Ça peut être quel joueur va atteindre le premier les 10 kills dans LoL. Est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de 20 headshots dans la première moitié d'un map de CS. On va prédire plein d'événements différents. On prédit des centaines d'événements en réalité sur plein de jeux différents. Et ces événements-là, ensuite, c'est transformé en cote que le site de pari va pouvoir proposer à ses utilisateurs, à ses parieurs, et gagner de l'argent ou pas si on n'est pas bon.
ce qui peut nous arriver de parfois être pas bon, le moins possible. Jamais. Idéalement. Et donc ça, c'est comment ça fonctionne globalement. Après, le pari e-sportif, maintenant, c'est devenu extrêmement mainstream. Hein. Il n'y a que la France quasiment qui ne le permet pas. L'Allemagne aussi, mais c'est en train de changer. Et globalement, dans le monde entier, maintenant, tout le monde peut parier sur l'e-sport légalement. Et ça devient de plus en plus gros. Quand on réfléchit au sport traditionnel, quand on regarde le ratio des sponsors par catégorie de business, en Première Ligue, par exemple, je crois que c'est plus de la moitié, c'est du betting. Parce que le betting, c'est un truc qui est très lucratif, mine de rien, et qui est essentiel aujourd'hui dans la survie de pas mal de sports un peu de seconde zone, on va dire, de seconde popularité, parce que c'est ce qui aussi donne des comportements de viewership sur du long terme. Parce que parfois, le fan s'émousse. Le pari permet aussi de redynamiser ça. Alors évidemment, c'est pas tout rose, hein, mais je suis pas en train de prêcher la parole. Le betting, c'est parfait. C'est pas le cas, mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme ça que ça se structure. Et aujourd'hui, nous, on travaille avec plein d'acteurs dans le monde entier, des très gros acteurs comme Untamed, qui est une très grosse boîte de gambling, bwin, Ladbrokes, etc. Des plus petites boîtes de l'e-sport qui font vraiment très spécialisées dans le e-sports betting. Donc c'est assez varié. Nous, dans l'approche de l'IA, donc je l'ai dit, on collecte la donnée avec de l'IA en partie. On transforme la donnée en prédiction avec des modèles prédictifs. Ça va être des modèles statistiques très classiques, parfois des trucs qui ont 40 ans, parfois même 100 ans, 200 ans, hein, les lots de poissons, des trucs qui ne sont pas très incroyables. Mais on a aussi des algos deep learning pour de la prédiction plus complexe, pour de la modélisation simulatoire, quelque chose dans le genre, qui permet de mapper en fait tous les scénarios possibles de kill dans un match, etc. On va avoir des trucs assez variés. Et on a aussi d'autres cas d'usage qui sont assez marrants, liés au LLM notamment. On a sorti un bout de produit qui en fait, crée une histoire et crée le pari associé automatiquement. Donc on demande grosso modo à ChatGPT, ce match-là va avoir lieu. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce match ? Dans ce match, il y a ce joueur-là qui est en super forme. Dans l'équipe en face, il y a cette star-là qui n'est pas en forme. Du coup, on va créer un pari sur la rivalité entre ces deux joueurs. Et il s'avère que ces deux équipes, il y a eu 3-0 pour équipe 1 depuis le début. Donc on va parier sur le fait qu'elle va perdre cette fois. Ça va être le David contre Goliath. Automatiquement, l'IA va créer l'histoire et on va proposer ce pari combiné avec plusieurs parties du pari, qui est donc un peu plus excitant que juste se dire qui va gagner ou même de donner la choix au parieur de choisir plein de trucs lui-même. Non, on fait de la suggestion, on essaie de créer des histoires, etc. Et donc ça peut après se décliner en tweets et créer des campagnes d'activation sur des matchs spécifiques, etc. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait avec du LLM. On a fait aussi des cas marrants on a essayé de créer des commentaires automatiquement avec de l'IA pour faire du contenu un peu marrant. On travaillait avec une marque à l'époque, un site de Paris qui avait un branding très agressif, très caustique, et on voulait faire un commentateur qui roastait les joueurs en live, qui disait non, ça c'est vraiment nul, un truc un peu dynamique. C'était assez des petits cas d'usage comme ça où tu réfléchis à comment tu crées des histoires autour, parce que le betting, souvent pour ceux qui parient sur du sport en France, vous n'avez pas le droit de le faire sur l'e-sport, c'est souvent assez plat. Il y a une liste de 150 bets différents qu'on peut placer. On regarde la liste, j'aime bien ça, ok, pourquoi pas. Et puis ça, donc, créer de l'histoire, c'est vachement intéressant. Et ça permet de faire des campagnes d'activation aussi avec des marques plus sympas. Quand tu sponsorises une équipe, de faire un vrai truc autour de la performance de tes joueurs, à des moments spécifiques et tout. C'est assez intéressant et assez vaste. Et en parlant de création de contenu, aujourd'hui, on estime qu'à peu près 30 à 60% des contenus sur le numérique sont engendrés ou créés / assistés par l'IA. 30 à 60%. Ouais. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Déjà, et demain, on sera, dans les années à venir, encore plus loin. Et ce qui m'intéresse dans ce que tu racontes, Flavien, c'est tu as évoqué vos clients. Donc, à qui tu fournis ce service-là. Et on en a parlé, il faut aller récolter finalement ces données par les API et ainsi de suite. Et ça a été évoqué, cette question des éditeurs. Comment tu as accès à ces données ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire, tu négocies avec les éditeurs de jeux ? Comment eux acceptent de vous mettre à disposition ces données ? Ou est-ce que tu as créé des outils qui te permettent de récolter des données sans avoir besoin de demander l'autorisation
aux éditeurs de jeux. Comment ça se passe très concrètement en fait? Question piège, j'ai besoin d'un avocat peut-être. Ah, il y en a quelques-uns dans la salle, je le sais, Super. mais Bon, j'en ai un. Non, en fait, en gros, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a des éditeurs qui laissent à disposition leurs données publiquement ou pas publiquement. Il faut avoir on peut dire genre Valve laisse plus ses données que Valve, Riot Games. Valve, c'est grosso modo open Ouais. bar. Riot, c'est il y a un paywall, quoi. Et donc, on va faire plusieurs choses. On va parfois payer, parfois on va avoir accès à la public, parfois on va collecter par nous-mêmes. Ça dépend du niveau de granularité de la donnée qu'on veut avoir, ça dépend de la temporalité de cette donnée. Est-ce qu'on veut qu'elle soit ultra fraîche, très 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 temps réel, ou est-ce qu'en fait on s'en fiche parce que c'est un jeu où il n'y a pas tant de live que ça, où il n'y a pas de live betting dans le cas d'usage, ou qu'il y a, par exemple pour le coaching, la donnée live, c'est pas hyper pertinent. Tu as besoin de l'avoir après le match, mais pendant le match, grosso modo, tu n'as pas d'interaction, donc c'est pas pertinent. Donc on va faire plein de choses différentes et les éditeurs sont évidemment plus ou moins open. Il y a des changements, hein. On sent que certains éditeurs que je peux pas nommer sont en train ou ont récemment changé un peu de paradigme sur le betting. Avant c'était complètement interdit, on n'y touche pas, et après ils se sont rendus compte que la stratégie d'autruche ça marchait pas trop et qu'en plus il y avait besoin de monétiser, donc le betting c'est quand même pas mal pour ça, et donc du coup ils ont changé, d'autres qui ne changent pas du tout, et ça chacun un peu fait sa sauce. Mais ce qui est intéressant, je regarde toujours le sport, et dans le sport traditionnel on regarde beaucoup les États-Unis qui étaient anti-betting pendant tout le temps en fait, et il y a quelques années ils ont changé complètement d'approche. Ils ont légalisé le betting en ligne. Avant c'était que les casinos qui pouvaient le faire, c'était ultra restreint, etc. Et puis c'était open bar pour les grey market et black market, donc tout ce qui était illégal. Et donc là ils ont structuré tout, et même la NFL, la NBA qui étaient complètement anti, ils ont endorsed le betting, et en fait ont compris que c'était déjà obligatoire, ça se passait quoi qu'ils voulaient, et du coup ils ont commencé à faire des partenariats pour encadrer, pour forcer des programmes d'éducation pour les parieurs, pour les joueurs aussi, parce que les joueurs ils ont une interface avec le betting sur ce qu'on appelle match fixing, enfin je sais pas comment dire en français. Paris truqué, Paris truqué. manipulation de match. Très bien, exactement. Donc il y a plein de choses qui sont faites grâce à ces parallèles-là, et je pense que dans l'e-sport ça vient aussi. Les éditeurs se rendent compte que on peut pas juste laisser la chose fonctionner sans aucun contrôle en fait. Ok, mais ça n'a pas répondu à ma question. Ok, j'insiste pas. C'était quoi la question? Si vous développiez des outils pour vous-même récolter la donnée. Oui, on le fait. Ok. Mais on n'a pas toujours besoin de le faire parce que parfois la donnée elle est déjà dispo. Nous, on a commencé historiquement en faisant uniquement de la collecte basée sur de la vidéo. Okay. Donc sans demander les accords de personne. Okay. Et en ça, fait, c'était votre propre outil que vous aviez. À la base, c'est ça, et maintenant on a diversifié. Mais après, il faut se rendre compte d'une chose aussi, c'est que la donnée, ça tombe dans l'information. C'est la donnée publique. Que Cristiano Ronaldo ait fait un triplé, il n'y a personne qui possède cette donnée. C'est une donnée. Voilà. Nous, on ne va pas revendre des assets de jeu, on ne va pas revendre des informations, de l'IP. Nous, on revend la statistique transformée. Donc, on a nos algos qui transforment toutes ces données-là, qui font des agrégats, qui font des prédictions, etc. La réponse légale. Elle est très bien cette réponse, j'aime beaucoup. Je vois le temps qui file, mais il y a quand même deux petits sujets que j'aimerais évoquer. Alors, à mon grand regret, on n'a pas de développeurs et d'éditeurs de jeux parmi nous aujourd'hui, mais je sais, pour en avoir discuté un petit peu avec vous et notamment avec toi, Flavien, cette question de comment l'IA, dès la conception des jeux, finalement, elle peut impacter le secteur, et le secteur du jeu vidéo au sens large et le secteur de l'e-sport. Moi, cette question de l'expérience joueur-joueuse et de l'expérience spectateur-spectatrice, pour moi, elle est essentielle. Tu as commencé à l'évoquer, Audrey, notamment sur cette question de comment est-ce que le fan peut vivre et ainsi de suite. Mais comment, finalement, l'IA, en termes de développement de technologie, peut permettre de proposer des nouvelles expériences vidéoludiques / e-sportives. Ça, je pense que... et puis là, pour le coup, je suis à peu près certain que c'est pas nouveau, quoi. C'est-à-dire que ça existe depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Flavien, et peut-être Audrey aussi, quoi? Ouais, en fait, c'est l'IA aujourd'hui, dans du game développement, c'est utilisé depuis des années parce que la génération de textures... il y a beaucoup de mathématiques en fait derrière, hein, quand on génère des arbres, quand on génère des murs, etc. Il y a beaucoup d'IA derrière. Ça, c'est la partie très micro, on va dire. Et après, sur l'expérience de jeu, il y avait une conférence il y a 1 ou 2 ans, peut-être 3 ans maximum, de NVIDIA qui montrait justement ce qu'on pouvait faire avec de l'IA, avec des LLM, sur les dialogues. En fait, quand on joue un jeu, le dialogue il était écrit, dans la majorité des cas, il est extrêmement unidirectionnel. Ensuite, il y a tout ce paradigme de monde ouvert qui prône une sorte de liberté, avec des histoires qui se créent, qui sont plus ou moins d'embranchement. L'IA, elle permet de faire ça pour de vrai. C'est-à-dire que d'avoir un dialogue qui n'est pas écrit, qui est dynamique,
qui va être encadré. Alors, on n'est pas à un stade où c'est parfait aujourd'hui, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne le voit pas partout, voire nulle part, mais on peut se faire ce genre de choses, parce que l'intelligence artificielle, elle se comporte un peu plus comme un humain, c'est-à-dire qu'elle est capable de réagir quand elle n'a jamais vu la situation. Elle réagira pas forcément très bien, même s'il y a des travaux là-dessus qui sont vachement intéressants, mais c'est vachement plus dynamique, et donc on peut avoir une expérience complètement libre, dans un monde ouvert, avec rien d'écrit, enfin des guidelines, on peut donner du contexte, hein. On peut dire que toi tu es un aubergiste, donc tu vas parler comme un aubergiste, mais ça crée vraiment un monde qui est vachement intéressant. Dans tout ce qui est la partie génération d'environnement dynamique et les mondes très larges générés automatiquement, c'est pareil, c'est de l'IA pour créer de la cohérence. Parfois c'est des règles très simples, mais parfois ça peut être aussi des trucs beaucoup plus complexes. Donc l'expérience de jeu profonde, elle peut être vachement améliorée grâce à de l'IA, et ça c'est un domaine qui est encore très 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 peu exploité, en tout cas dans ce que je vois. Je pense qu'il y a un sujet qui est aussi un peu difficile à ce niveau-là aussi, c'est que de manière générale, l'utilisation de certaines technologies IA, pas toutes, c'est quand même des choses qui créent des vrais levées de bouclier de la part des consommateurs. Donc, par exemple, tu parlais, un personnage, il va parler comme un aubergiste. Je pense que si on entraîne l'IA sur la voix de certains voice actors pour générer la voix automatique d'un journaliste qui fait des dialogues que le voice actor en question n'a pas enregistré, je pense qu'il y a moyen que ça signe l'arrêt de mort du développement de ton jeu aujourd'hui de façon très rapide. Je pense que un aspect où tu as vraiment raison, c'est sur les LLM, où pour générer des dialogues, je pense que c'est quelque chose de super, mais je pense je pense qu'il faut aussi faire vraiment attention à ce qu'on fait avec de manière générale, notamment sur la vision perçue. Pareil pour la génération d'assets en utilisant des technos de diffusion ou des technologies plus récentes de manière générale, c'est quelque chose qui, quand c'est quelque chose qui se sait du public, ça peut rapidement aussi jeter une très mauvaise réputation. Je pense que ce qui va vraiment être plus intégré, par contre, c'est l'intégration de ces outils-là dans les moteurs de jeu et dans l'aide aux développeurs, quoi, de manière plus large. Et je pense que ça va aller avec pour moi, là, ce qui va être la plus grosse révolution dans le développement de jeux dans les prochaines années, c'est la démocratisation d'Unreal Engine 5 qui permet aujourd'hui à des équipes de taille très réduite, comme pour Clair Obscur par exemple, de sortir des jeux qui ont l'air d'avoir été édités par plusieurs centaines de personnes, alors qu'il n'y a pas plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé dessus. Mais je pense que c'est des choses qui vont être petit à petit intégrées à tous les mécanismes de développement, mais qu'on ne sera pas sur on génère plein d'assets avec de l'IA et on voit ce que ça donne à la fin, quoi. Mais en vrai, c'est un peu la même chose. C'est juste que c'est un degré d'exposition différente. Et la réalité, c'est que il y avait plein de petites mains qui les faisaient, ces jobs-là avant, de génération de petits bouts d'assets, etc. Là, on les enlève parce que c'est moins visible. Mais un artiste qui fait du voice acting, la question, effectivement, c'est comment on change de modèle tout en étant respectueux des gens qui travaillent, qui ont entraîné ces réseaux-là. Parce que les réseaux, ils ne sont pas sortis de nulle part. Les LLM, c'est de la data de gens, de vraies personnes, de vrais textes, etc. Donc clairement, il y a un modèle à trouver qui n'est pas évident. Mais en réalité, tout ça, c'est des remplacements de travail d'humain, quoi, au final. Oui, ça reste du remplacement de travail d'humain. Je pense que c'est important que ce soit pas quelque chose de vraiment central dans le jeu, quoi. Si je fais un jeu de cartes, par exemple, je pense que générer les assets par IA, aujourd'hui, déjà du point de vue de mes consommateurs, c'est quelque chose, ça va être difficile à avaler, je pense. Et je pense que c'est pas forcément non plus très respectueux d'un niveau éthique, mais ça, c'est encore un autre débat sur lequel on pourrait y passer des heures, mais voilà, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même aussi certaines limites qu'il faudra pouvoir placer à un moment donné. Tu me fais une transition toute parfaite vers notre conclusion. Mais avant, quand même, je voulais revenir un tout petit peu sur cette expérience spectateur. Vous avez évoqué, toi Audrey et toi Flavien, toi Audrey avec cette IA qui pourrait finalement faire un peu, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, de la modération de chat ou animer le chat. Toi, tu évoquais le côté voice actor ou cast en live que vous pouviez utiliser. Est-ce que ça, c'est des choses... Donc là, c'était des cas très spécifiques. Alors toi, c'était un peu de la prospective. Toi, c'était pour des enjeux un peu plus publicitaires, d'après ce que j'ai compris. Mais est-ce qu'on peut imaginer potentiellement, comme en termes d'expérience spectateur, que
Ouais, à la fin, les casteurs, ça soit des casteurs virtuels, de la même manière qu'on a des groupes de musique virtuels. Alors, je sais pas du tout si c'est généré par IA, j'en ai aucune idée, mais des casteurs virtuels, les prochains chipsénois virtuels qui viendraient les remplacer. Et ce qui nous amènera bien évidemment à cette question des considérations éthiques et des limites de tout ça, mais on peut imaginer des choses comme ça. Complètement. Je pense que le plus gros sujet à venir, c'est ce qu'on appelle les AI influencers. C'est donc, et ça existe déjà. Pas en masse, mais ça existe déjà. Donc potentiellement, tout le monde demain aurait son AI influencer qui produit les contenus sur les réseaux sociaux, qu'on voit se balader dans la rue, aller peut-être à des expériences, etc. Et donc je pense que ça va vraiment transformer nos expériences des réseaux sociaux. Moi, ce que je trouve assez hallucinant sur ça, c'est que c'est déjà là. Donc ça, je pense que ça peut être un premier élément. Demain, on regardera dans l'expérience e-sportif, pas forcément les présentateurs, parce qu'un chipsénois, ils apportent des choses. Le côté live, je trouve, il sera, en tout cas, j'espère, il sera plus difficile à répliquer, puis toute l'émotion qui va avec dans le commentaire du match. Mais en tout cas, sur peut-être des phases de teasing en amont, sur une animation de ce qui se passe autour, sur place, pour ceux qui sont à distance et qui suivent ça sur le broadcast, Twitch, etc. Et puis, bien sûr, après, en aval, typiquement, on pourrait imaginer que les mascottes des clubs e-sport soient demain des avatars et plus des joueurs, même si les joueurs seront toujours là, mais voilà, créer un univers et finalement créer une expérience du fan qui raconte une histoire engendrée par des personnages IA et par l'IA elle-même. Tu veux réagir, Flavien? Ouais, en fait, en général, l'IA, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de remplacer dans le travail de l'humain. Il y a des choses, on n'a pas envie de le remplacer. Un casteur chipsénois, on n'a pas envie de le remplacer. C'est des personnages. On aime les personnages, on est des animaux sociaux. On a besoin de voir un humain en face de nous qui a une histoire, qui a des faiblesses, des points forts, des trucs, etc. On n'a pas envie de tout remplacer dans la société. Il y a des choses qu'on a envie de remplacer, des choses qui ont du sens de remplacer, mais d'autres qui n'en ont pas vraiment. Et un exemple aussi que je trouve intéressant, c'est dans le sport, la performance, super important. On va regarder le 100 mètres pour la performance, pour battre des records. C'est très important. Et à la fois, on n'a pas envie de voir des gens dopés, dans une certaine mesure. Parce que c'est pas la performance à tout prix, c'est la performance qui a du sens. Et l'IA va remplacer plein de choses, parce que ça n'a pas de sens que des humains le fassent, plus en tout cas. Il y a des jobs qui sont horribles et qui peuvent être 100% remplacés. Des jobs très pénibles, des jobs intellectuellement peu stimulants. Ok, ça, on va les remplacer. Mais les choses où on se dit non, ça a du sens d'avoir un vrai humain, d'avoir une relation qui se crée avec quelqu'un, il n'y a aucun intérêt à le remplacer. Et je pense que ça va être un rétro-contrôle de la société, des humains qui la composent, qui vont faire que peut-être que les influenceurs AI, ça va fonctionner parce que c'est une vague nouveauté, mais en fait, peut-être que dans 50 ans, 30 ans, ces trucs-là, ce sera une ligne marginale parce que ouais, ça va plaire à certaines personnes, parce que ça répond à certains fantasmes, des trucs un peu chelous, mais en moyenne, les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils préfèrent voir des vrais humains qui ont des vraies galères, qui ont des choses comme ça, quoi. Benjamin, tu veux réagir? Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on a vu sur les échecs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que un humain ne battra plus jamais un ordinateur aux échecs, c'est devenu impossible. Enfin, Magnus Carlsen se ferait exploser par son téléphone probablement. Mais en fait, on n'a pas perdu l'intérêt pour les échecs compétitifs, et depuis quelques années, et notamment depuis le Covid, il y a une vraie renaissance des échecs compétitifs, c'est beaucoup plus regardé qu'avant. Et même s'il y a un moins bon niveau que quand c'est Stockfish qui joue contre AlphaZero, ben en fait, on arrive quand même à se dire que on préfère voir Carlsen qui joue contre MVL ou d'autres joueurs. Et finalement, c'est aussi ça qu'on préfère. Ça a changé complètement l'expérience qu'il pouvait y avoir. Ça a changé complètement l'expérience qu'il pouvait y avoir auparavant. Parce que maintenant, en fait, quand il y a un coup qui est joué, on peut, les casteurs et les commentateurs peuvent utiliser l'ordinateur pour pouvoir dire, ok, là c'est peut-être une erreur parce qu'il y a telle ligne en face qui perd, ce genre de choses, ce qui n'existait pas avant. Mais du coup, on se retrouve dans des situations où on voit que les joueurs font des erreurs.
Mais c'est aussi devenu le travail du caster de dire c'est une erreur, est-ce que son adversaire peut réussir à l'exploiter ou pas, ce genre de choses. Ça a juste changé l'expérience finalement. Mais ça rejoint ce que disait Flavien, qui est que on est aussi là pour voir des humains à un moment donné jouer, quoi. C'est pas forcément le culte de la performance pour la performance. Et c'est pareil sur League of Legends. Je pense que en fait, aujourd'hui, on ne voudrait pas allumer un match de League of Legends pour voir 10 personnes qui jouent avec un script et au final, quels sont les scripts les plus performants dans l'histoire, quoi. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Vous êtes plutôt rassurant, j'apprécie, mais il y a peut-être des gens qui sont plus cyniques que vous, malheureusement. Ce qui m'amène à cette partie conclusive, c'est à savoir, finalement, on a évoqué tous ces aspects qui peuvent être bénéfiques pour le secteur, mais je pense que on a commencé à l'évoquer avec cette question du droit de la propriété intellectuelle des artistes. Alors, est-ce que dans l'e-sport, c'est un risque qui peut arriver avec l'IA? Mais finalement, pour conclure, et c'est une question que je vous pose à tous les trois, donc vraiment c'est totalement ouvert, mais quels sont les défis et les dilemmes éthiques que pose finalement l'intégration croissante de l'IA dans l'e-sport? Potentiellement, comment est-ce qu'on peut y répondre? Et je sais qu'il y a quelques juristes dans l'Assemblée, mais est-ce que la régulation, le droit, comment est-ce qu'on peut réguler finalement ces risques potentiels, quoi? Ça va être très compliqué. Parce que globalement tout est accessible déjà maintenant et qu'en fait on est en train déjà d'entraîner des réseaux de neurones de fous furieux ultra profonds, donc tout ce qui est LLM, sur des bases de données publiques qui sont pas légalement scrappées en général, hein, ça a été fait de manière illégale, hein, ce qu'a fait OpenAI et compagnie. Donc ça va être assez compliqué à réguler. Et effectivement il y a un risque. Moi ça me fait penser à genre Asimov et Fondation où en fait ils ont oublié comment ça marchait, ou dans l'univers de Warhammer c'est un peu pareil, ils ont oublié comment ça marche en fait, parce que c'est des IA qui font tout en fait. Et on pourrait imaginer qu'au fur et à mesure, bah, en fait, on n'ait plus d'artistes qui travaillent parce que en fait, le travail a déjà été fait par des LLM. Et en fait, s'il n'y a plus d'artistes dans 50 ans, bah, les IA ne peuvent plus se réentraîner parce qu'il n'y a plus de création originelle. On s'entraîne qu'avec de la donnée qui est générée automatiquement par l'IA. Et donc, en fait, on a un appauvrissement progressif. Donc, la bonne nouvelle avec ça, c'est que s'il y a ce genre de cycle, bah, on va devoir avoir besoin d'artistes à un moment donné pour recréer. Donc, il y aura toujours. Ça sera à minimum cyclique. Je pense que le worst case, c'est cyclique. Il y aura de l'IA, ça va faire mal, et puis après on va se dire mais non, en fait c'est juste toujours la même chose, les IA ils vont converger, c'est un peu le problème des algos, c'est qu'ils convergent, donc à un moment donné on va juste toujours avoir les mêmes contenus, et on va avoir une levée de bouclier des humains, de la société réelle, quoi, et qui va dire en fait on doit aller dans l'autre sens, quoi. Je pense que si on réfléchit très très macro, je pense que c'est plus ce genre de choses qui peuvent arriver. Sur du court terme, ça va être dur, les Américains ils vont y aller en mode sans régulation, les grosses boîtes elles sont américaines, les produits qu'on utilise tous c'est que de l'américain, donc en gros les solutions elles sont vraiment pas claires, et l'Union européenne est plutôt pas armé en général pour faire fi. Donc c'est pas hyper clair ce qui va se passer de positif sur du très court terme. En tout cas sur ce point très spécifique. J'aime bien tes références à la science-fiction d'Asimov, ça me plaît bien. Benjamin, tu voulais réagir, j'ai senti. En fait, tu parles d'appauvrissement de l'IA de manière générale, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans le code, où il y a plusieurs rapports / papiers d'OpenAI, je sais pas trop comment c'est sorti, mais qui parlent de ça, qui parlent du fait qu'aujourd'hui, quand des boîtes qui font de la génération de code et qui sont spécialisées là-dedans au niveau des LLM travaillent pour récupérer des données de code sur lesquelles l'IA peut se baser, apprendre et continuer de s'améliorer, en fait aujourd'hui il y a une quantité qui est devenue gigantesque de code généré par IA qu'elle utilise elle-même. Et du coup, ça contribue en fait à plutôt baisser le niveau de l'IA qu'elle peut atteindre à la fin en code. Donc la question aussi, c'est à quel point est-ce que le cycle est rapide ou non. Et en fait, même au niveau de la génération d'images, pardon, on se rend compte que des IA qui se sont entraînées sur des images qui ont été elles-mêmes générées par IA performent beaucoup moins bien que les IA d'artistes. Donc en fait, on ne peut pas non plus mathématiquement ensuite arriver à un niveau où il y a plus d'une certaine proportion d'images ou de contenu accessible sur les plateformes qui est fait par IA. Donc ça, c'est quelque chose. Ensuite, au niveau de la régulation, je suis plutôt du point de vue cynique là-dessus, où je pense que ça va être très compliqué à réguler, parce que comme tu l'as dit, tout est légal dans ce qui a été fait. En fait, il n'y a rien qui est attaquable à un moment donné, et de toute façon, c'est pas des choses que tu peux empêcher facilement. Et même si on arrive à réguler ça pour que ça devienne pas très légal, il y aura toujours des méthodes un peu alternatives, type scrapping, etc., pour aller récupérer les données qui intéressent. Donc c'est toujours un peu difficile. Je pense qu'en revanche, en fait, c'est aussi un choix qu'on doit faire en tant que société, et au niveau des choix qu'on doit faire,
est-ce qu'il faut absolument aller systématiquement vers la diminution des coûts versus des visions artistiques, ce genre de choses? Je pense qu'à la fin, de toute façon, c'est les consommateurs qui trancheront. Pour ça aussi que je parlais tout à l'heure du choix des consommateurs vis-à-vis des jeux qui se développent en utilisant des assets faits par IA, ce genre de choses. Donc là, c'est aussi le moment où ça va importer. Si jamais un jour on a des casteurs qui sont des intelligences artificielles, est-ce que les consommateurs vont plutôt décider de s'orienter sur Chips et Noix ou du co-stream? Et mine de rien, je pense que c'est un modèle qui peut aussi en partie grandement contribuer à réduire les coûts. Ou est-ce qu'on préférera écouter un casteur qui a été entraîné, un casteur IA, quoi. Je pense qu'à la fin, c'est les consommateurs qui trancheront là-dessus. Donc, Et je voudrais aussi compléter parce que l'IA, finalement, c'est un moyen. C'est comme Internet, c'est un moyen. Et on remarque depuis les années 2000 et l'arrivée des réseaux sociaux qu'il y a déjà une forme d'uniformisation de la culture qui n'est pas du tout liée à l'IA. Et donc je pense, et je suis assez d'accord avec ce que vous avez partagé, on a d'autant plus besoin aujourd'hui de créatifs, d'innovateurs, et de rester en fait dans cette innovation et ces nouvelles idées créatives. Mais c'est des choses qui ont déjà démarré avant même qu'on parle d'IA. Donc ce besoin-là, pour moi, il est très fort, et je pense qu'on a plus que jamais besoin des créatifs dans cette démarche. L'autre élément, pour moi, qui est hyper important, parce qu'on le voit dans le quotidien, c'est le sujet de la désinformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est notamment à travers les réseaux sociaux, des moyens de créer en fait des histoires qui sont complètement fausses. Donc on a beaucoup parlé des fake news, etc. On en parle beaucoup à des instants politiques, et dans les 3 prochaines années, on est quand même dans des années d'élections. Il y a les municipales, 2027 les présidentielles. C'est aussi de l'ingérence étrangère parfois, et pas que sur des sujets politiques. Il y a des entreprises et l'e-sport, les éditeurs, les clubs peuvent être touchés. Et donc la problématique que ça pose ici, c'est qu'avec l'IA, on a cette capacité de générer beaucoup de contenu très vite, de les diffuser sur les réseaux sociaux, de les ajuster en fonction de comment ça réagit. Est-ce que ça engage? Est-ce que ça génère du reach, etc. Et donc ça, pour moi, c'est un des plus gros risques actuels, puisque l'IA va amplifier en fait des phénomènes déjà existants. L'uniformisation de la culture, mais aussi la désinformation. Ok. Ouais, c'est pas très fun comme sujet. Ça va bien se passer, réaliste, quoi. Non, mais Ça va bien se passer. Hein. Non, mais je suis pas spécialement inquiet, mais ce que vous évoquez quand même, c'est que c'est déjà là, les dérives, elles existent déjà, qu'on les a plutôt bien identifiées et qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore identifiées, mais qu'on a du mal à les réguler. C'est quand même, vous avez un peu quand même il y a un consensus sur le fait que la régulation, elle est pas évidente, quoi. Ouais. Et on entend souvent actuellement, moi je trouve, c'est les États-Unis et la Chine innovent, l'Europe régule. Okay. Et je pense qu'en tant qu'Européens, on a besoin aussi d'être dans ce retour à la créativité et à l'innovation. Parce que la régulation, c'est pareil, la désinformation, c'est hyper dur à réguler. Il y a bien sûr des choses à poser, juridiquement parlant, mais voilà, comment peut-être à travers d'autres moyens que la régulation, on arrive à proposer des choses qui pourraient contrer en fait. Voilà. Et notamment sur la désinformation, y a des histoires, des narratifs qui viennent propager des fausses informations. Comment on contre avec des contre-narratifs, des contre-histoires qui vont justement se diffuser elles aussi de manière importante pour contrer en fait ces fausses informations. Parce que, alors je ne sais plus la stat exactement, mais je crois qu'il faut 10 fois plus de temps pour démontrer une fake news que de l'émettre. Donc finalement, voilà, est-ce qu'il ne faut pas changer un peu de stratégie face à ces sujets ? Je m'attendais typiquement à ce que dans les risques, vous évoquiez un petit peu, notamment parce que là on parle justement du temps nécessaire pour démonter des fake news, est-ce que vous parliez aussi de l'énergie
liées à l'IA, de l'impact environnemental et tout ça, c'est pas quelque chose que vous avez évoqué, mais j'imagine que tout le monde en a plutôt conscience, mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine discussion entre nous et peut-être avec le public. Je vous remercie énormément déjà pour ces échanges, pour cet éclairage. Moi qui suis hyper novice, j'ai appris pas mal de trucs, donc vraiment je vous remercie énormément par rapport à ça. Je vous encourage bien évidemment à applaudir nos invités, vraiment pour les personnes qui sont là. Et je vous propose de peut-être donner un peu la parole au public, de prendre 5 ou 10 minutes si parmi les membres qui ont fait le déplacement et qui voudraient aborder des sujets qui n'ont pas été abordés ou qui voudraient poser des questions à nos invités, vous êtes bien évidemment les bienvenus à prendre la parole. Je sais pas en fait, en plus, j'ai la lumière à fond. Mais ne soyez pas timide, bien évidemment. Ouais, il y a une question. Alors, tu vas me la poser et moi, je vais la dire dans le micro, comme ça, pour les gens qui sont en live, ils pourront t'entendre. Mais vas-y. Okay. Donc pour les gens en ligne, hein, je vais traduire la question, enfin la répéter, mais est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour identifier et réguler les comportements toxiques et discriminatoires en ligne et lutter contre le harcèlement, et c'est ça, hein, si je résume bien la question. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Oui, clairement. Et c'est pas un use case si compliqué que ça en plus, d'un point de vue purement technique. Et je pense que ça existe déjà en partie, ce genre d'analyse. Et après, la question, c'est comment c'est intégré dans les plateformes. Parce que le problème, d'accord, on peut avoir accès à la donnée de Twitter, par exemple, enfin de X. Mais la question, c'est comment on arrive dans X à opérer, quoi. Parce que si le dirigeant de X ne veut pas le faire, ça ne marche pas. Mais après, on peut toujours imaginer qu'il y ait des hacks qui existent, hein. On peut créer des comptes et ces comptes-là contactent les personnes, blablabla, ou qui documentent tout pour envoyer ça à la police. On peut imaginer des millions de choses, hein. Mais oui, clairement, c'est un use case qui est qui fait beaucoup de sens et et je pense déjà poussé. Je me souviens des travaux de Riot qui avait bossé avec une fac, je pense à Stanford, en psychologie. Ils avaient mis à disposition la data du chat de SoloQ et ils avaient laissé des chercheurs travailler dessus pour voir un peu comment on arrivait à identifier les comportements toxiques des joueurs qui, on le sait bien sur LoL, on est plutôt toxique dans cette communauté-là, surtout en solo queue. Donc non, clairement, c'est un super use case. Pardon, je te coupe parce que c'est vraiment aussi par rapport à ça, mais au niveau des nouveautés qui sont améliorées par rapport à l'IA et qui, je pense, changent quand même quelque chose, c'est au niveau des voice chat aussi, où les technos de détection de qu'est-ce que la personne est en train de dire ont quand même beaucoup évolué. Et mine de rien, moi j'ai beaucoup d'espoir que ça améliore la situation sur des jeux comme Valorant, par exemple, qui sont aujourd'hui un peu minés, mine de rien, par les discriminations et la toxicité, peut-être plus dans le voice chat que dans le chat texte. Mais voilà, c'est une vraie amélioration, une vraie innovation qui peut être apportée avec ça, et je pense que c'est déjà en partie le cas chez Riot. Je suis d'accord avec ce que vous venez de partager. En tant que joueuse, pour moi, c'est quelque chose auquel je crois particulièrement aussi. Après, sur le sujet éthique, il y a aussi une réalité qui est que les créateurs des IA ont des biais. Et ils peuvent les intégrer dans ces IA. Donc, il y a des biais de discrimination, il y a des biais cognitifs, il y a tout un tas de biais autour de la diversité et de l'inclusion aussi. Et donc, je pense que c'est un élément sur lequel il faut être vigilant quand on choisit une IA qui veut faire ce type d'éléments, parce qu'il peut avoir des biais existants. Et je pense que c'est une vigilance aussi à avoir d'un point de vue éthique très importante. Tu dirais que M. Musk a des biais et qu'il les retransmet dans son IA ? Écoute, quand il change les prompts systèmes... J'aurais vraiment pas dit ça. Après, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a une réalité statistique et que l'IA, si elle n'est pas biaisée par le créateur ou par ses dirigeants, l'IA elle va exacerber la problème statistique. Donc si tu as un sample de joueurs et donc de joueuses où il y a très peu de joueuses,
l'IA va exacerber le fait qu'il y a peu de choses et va du coup se comporter beaucoup plus comme un garçon, entre guillemets, dans plein de réponses que dans une fille. Parce que c'est le problème de l'IA, c'est des approches basées sur de la data, quoi. Donc la data, si elle est biaisée parce que le monde est biaisé, elle fait juste reproduire ces schémas-là. Donc il y a un vrai problème un problème de conception de comment en fait on débiaise le truc tout en n'étant pas fake non plus, parce que on peut pas aussi écrire une IA qui dit il y a autant de filles que de garçons qui jouent aux jeux vidéo, tu vois. C'est super complexe comme sujet. Et ça, pour le coup, il n'y a pas clair qu'il y ait des vraies solutions aujourd'hui intelligentes. C'est un sujet très complexe. C'est de rééquilibrer ton dataset, quoi. Mais là, encore une fois, du coup, c'est vraiment soumis au biais du développeur de qu'est-ce qu'il décide de mettre en avant ou pas, quoi. Ouais, ou mettre des safeguards sur certains sujets complètement. Je sors un peu de ma position de modérateur, mais j'ai un use case, un cas très concret. C'est pendant les derniers Olympic Virtual Series, Olympic eSport Series qui se sont tenus à Singapour. Le CIO, pour la première fois, a justement testé de l'IA pour lutter contre le harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux pour les 130 athlètes qui étaient présents sur cette première édition des Olympic eSport Series. Et ce qui a servi finalement de laboratoire d'expérimentation pour ce qui a été mis en place ensuite au JOP 2024 à Paris, quoi. Donc l'e-sport, là, pour le coup, ça a été aussi finalement un peu pionnier sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour lutter contre les discriminations pour des grandes compétitions internationales sportives. Je ne saurais pas bien vous expliquer comment ça a été fait et tout ça, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que c'était un vrai sujet, et pour avoir bossé avec le CIO, c'était vraiment le grand sujet qui mettait en avant en 2023 à Singapour, quoi. Voilà. Est-ce que Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Je redis tes deux questions. De quelle manière est-ce que l'IA impacte finalement la formation et les nouveaux métiers? Est-ce que ça va, d'une certaine manière, de ce que j'entends, les inquiétudes de remplacer certains métiers auxquels on avait l'habitude de former? Et la deuxième question qui est, de votre côté, vous, quelles sont les compétences que vous regardez dans les profils que vous recrutez? Et j'imagine que sous-entendu, c'est est-ce que le fait d'avoir de la programmation, enfin d'être capable de programmer de l'IA ou en tout cas d'avoir des compétences sur l'IA peut potentiellement être une valeur ajoutée dans les profils qui pourraient être intéressés à vous rejoindre en tant que collaborateur et collaboratrice. Un exemple que je trouve intéressant, un parallèle que je trouve intéressant, c'est la différence entre un ingénieur, diplômé d'ingénieur généraliste, même informatique, et quelqu'un qui va sortir d'une école de code pur, Epitech, 42, etc. L'ingénieur, il sait modéliser dans sa tête des solutions complexes à des problèmes. Je caricature un peu, hein, ceux qui viennent de cette école-là, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas. Je suis passé par 42, moi. Mais en fait, quand on apprend à juste coder, ça sert de moins en moins. Apprendre à manipuler des objets complexes de code et à comprendre comment on fait de l'architecture logicielle, comment on résout ce genre de problème, ça c'est intéressant sur le moyen terme. Alors que juste apprendre à coder, c'est de moins en moins utile. On l'a dit tout à l'heure, il y a des outils comme Copilot qui te permettent de coder à ta place. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut former, en partie, si on arrive à former des gens qui savent coder, donc ont des fondamentaux de comment fonctionne le code, comment fonctionne la machine, la mémoire dans le système, etc.,
c'est intéressant. Apprendre à juste coder beaucoup en volume, bof. Apprendre à organiser des logiciels, très intéressant. Et je pense que c'est plus, enfin moi en tout cas, quand la manière dont on va recruter des gens qui, surtout qui ont un esprit, tu vois, une approche intelligente de la résolution des problèmes avec du code, plutôt que quelqu'un qui c'est juste coder, quoi. C'est plus dans cette approche-là. Parce que l'IA va permettre la mise à disposition de beaucoup d'outils qui permettent de coder à ta place. Moi, j'ai des copains qui ne sont pas développeurs du tout, qui n'ont jamais de formation informatique et qui codent, qui utilisent tous les outils, ils arrivent à lancer des sites, à faire des prototypes, etc. Ils sont assez autonomes, quoi. Pour les profils qu'on va recruter et comment on regarde les grandes écoles par rapport à des trucs alternatifs, nous, ce qui nous intéressait, c'est le delivery. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont sorti de concret. Quand on va recruter un profil très junior, c'est sûr, quand il y a marqué Polytechnique, on regarde. C'est une des plus grandes écoles en France et probablement au monde. On va regarder un peu plus que dans d'autres écoles. Mais la réalité, c'est que si cette personne-là, elle n'a pas fait vraiment de projet particulièrement pertinent, à l'inverse, on a un profil qui n'a pas fait d'études, mais qui a fait un super projet sur l'e-sport, un site et qu'on peut voir, etc. Tout de suite, j'ai un plus d'intérêt, quoi. Donc oui, mais ouais, ça c'est super important. Après, on reste en France et en France, le poids des diplômes est beaucoup trop grand par rapport à ce qu'il devrait être. Donc cette réponse est une réponse d'un start-upper un peu jeune et un peu con. Et est-ce que les grosses boîtes vont réfléchir pareil? Est-ce que les grosses startups vont réfléchir pareil? Ça, je ne pourrais pas dire. Est-ce que Audrey, toi, chez vous, c'est la question des profils et des parcours Ouais, c'est forcément un vrai sujet. Alors, comme tu as parlé des profils plutôt développeurs-ingénieurs, moi, je vais parler plutôt des profils data analystes qui sont, pour le coup, moins techniques. Et donc, nous, on va recruter plutôt dans des écoles de commerce, Sciences Po, des facs de com, etc. Et en fait, nous, aujourd'hui, on les forme à la technique. Donc, on les forme à utiliser les outils. Effectivement, avec l'IA, mais aussi avec le no-code, on peut faire plein de choses. Je regardais une vidéo YouTube il y a à peine 2 jours sur Claude 4, qui est la dernière version de Claude. Avec un prompt, il te crée un jeu vidéo 3D from scratch. Donc, je suis assez en accord avec ce que vient de partager Flavien, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va plus regarder peut-être des savoir-être que des savoir-faire, puisque le savoir-faire, ça s'apprend. Et ça fait plus de 10 ans que j'ai lancé ma boîte. Aujourd'hui, moi, j'ai aucune école, fac, etc., qui forme à nos métiers. Vraiment. On apprend toujours voilà, sur le terrain. Donc, on va regarder, par exemple, la créativité. Je reviens à ce sujet, mais on peut être créatif au sens design, mais aussi créatif dans les solutions. Donc, par exemple, les créatifs technologistes, c'est des choses dont on parle aussi de plus en plus, même si ce n'est pas nouveau. Voilà, la créativité au sens large, dans les process, dans le management, dans plein de choses. La curiosité. Puisqu'on est dans un monde justement qui évolue en permanence. Donc on a besoin de personnes qui sont flexibles, adaptables, agiles et qui sont curieux en fait de ces nouvelles technos, de ces nouvelles évolutions. Donc c'est souvent deux critères qu'on a lors de nos recrutements. Et par rapport au parcours traditionnel d'école, je pense que c'est aussi... voilà, de toute façon, tous les domaines sont impactés par cette révolution IA. C'est aussi comment les écoles elles vont former au prompt, comment elles vont former, peu importe, voilà, si on est à la compréhension en fait de ce qui se passe derrière et derrière les technos, parce que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, au bout d'un moment, le code sera uniformisé, les prompts seront uniformisés, donc comment on réinjecte de l'innovation, de la créativité, et ça va se faire aussi par les profils. Tu te reconnais là-dedans, Benjamin, toi? Créatif, curieux, comment tu te fais recruter dans l'e-sport? Comment ça démarre? Est-ce que, justement, c'est des qualités que tu as mises en avant? Alors, la créativité, je pense que c'est pas forcément mon fort, à titre personnel. Pour parler... Je suis sûre que tu es plus créatif que tu ne le crois.
J'ai des créatifs qui disent que... Enfin, je connais des gens créatifs qui disent qu'on a toujours un peu de créatisme en soi. C'est vrai, donc c'est peut-être vrai. Mais je pense que ça n'a pas été un des points majeurs pour lesquels j'ai le parcours que j'ai aujourd'hui dans l'e-sport. Parce que moi j'ai commencé très tôt en fait. Moi quand j'étais en L2, donc j'avais commencé un peu à coder, etc. Mais c'est le moment où je me suis vraiment lancé petit à petit. J'ai développé mes outils petit à petit et aujourd'hui j'ai réussi à en faire mon travail. Mais c'est pas un parcours qui est classique en fait, et loin de là. Et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, on va dire, parce que c'est l'e-sport, donc il y a des mercatos, ce genre de choses, qui n'est pas forcément quelque chose qui existe quand on a un travail ou un CDI classique, quoi. Pour revenir sur la question qui avait été posée au départ, donc c'était aussi par rapport au développement de jeux vidéo sur des game jams, ce genre de choses. Alors moi, je recrute pas des développeurs de jeux vidéo, donc pas forcément avoir de réponses qui sont très précises là-dessus. En revanche, pour le coup, par exemple, faire des game jams, si on veut devenir développeur de jeux vidéo, je pense que c'est quelque chose de très bien et qui est nécessaire, parce que ça permet, comme ce que disait Flavien tout à l'heure, d'avoir un portfolio qui soit potentiellement plus étoffé. Ça permet de se faire la main et de travailler sur des projets qui sont différents. Et au final, ça, c'est le genre de choses que potentiellement des éditeurs de jeux ou des boîtes de développement vont regarder derrière. Pour revenir sur si jamais on en venait à recruter plus d'analystes en e-sport de manière générale, actuellement il n'y a quand même pas beaucoup d'investissements. Les analystes, je pense que c'est vraiment les derniers qui bénéficient de ces investissements-là de manière générale. Donc je ne vais pas vous dire d'en faire votre métier de demain, quoi. C'est un peu, ce serait pas très honnête de ma part. En revanche, comme ce que je disais Flavien, si jamais j'en venais à examiner des candidatures à un moment donné, effectivement les projets annexes, ce serait quelque chose que je regardais en priorité. Qu'est-ce que la personne a réussi à délivrer et surtout quelle a été la qualité du code qui a été fourni à la fin. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Aujourd'hui, en fait, dans les milieux de développement de manière générale, on assiste à beaucoup de personnes qui ont, c'est pas des faux portfolios, mais c'est des portfolios qui sont générés entièrement par IA. Je pense que c'est des choses qui se voient. Malheureusement, je pense que c'est pas non plus les personnes les plus productives à la fin. Et il y a pas mal de recruteurs qui commencent à décrire un peu ce problème-là de la personne, elle avait fait son portfolio uniquement avec ChatGPT et au final les compétences techniques qui étaient attendues n'ont pas été remplies. Je pense que savoir utiliser l'IA, c'est bien. Je pense que comprendre ce qu'on fait au départ, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est un peu un mix à trouver. Mais voilà. Mais je pense que l'IA qui remplace tous les métiers de développeur, etc., c'est pas encore là. C'est un outil, il faut apprendre à s'en servir, quoi. Oui, je voulais juste compléter avec un autre élément qui était aussi finalement la culture. Nous, par exemple, quand on analyse tout ce qui se passe sur le web, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe sur X, qu'est-ce qui se passe sur Insta. Donc la culture web, la culture numérique et derrière la culture e-sportive, etc. Donc c'est aussi comprendre, je parlais tout à l'heure de contextualisation de la donnée. Je pense que ça aussi, donc la culture générale, elle est importante. Sur ces belles paroles, je vous propose de conclure ce premier temps d'échange. Donc, je vous propose de vraiment encore une nouvelle fois remercier Audrey Fleury, donc fondatrice et présidente de Digital Insiders, Flavien Guillochot, fondateur et CEO de Pandascore, et Benjamin Xenesis Castet, qui est Head of Analytics chez Carmine Corp. Je vous remercie également toutes et tous d'avoir participé à cette première matinale de l'e-sport parisien. Je remercie encore une nouvelle fois la ville de Paris pour son soutien, ainsi que la région Île-de-France, bien évidemment, et le ministère des Sports. Et je remercie énormément Gozulting, bien évidemment, à la fois pour l'accueil et pour la production de l'émission. Mille merci à vous toutes et à vous tous. Et merci à toi.
Merci, c'est gentil. Merci. Moi, j'ai appris plein de trucs, donc franchement, c'était super. Et on se retrouve début juillet pour la prochaine émission. Donc, je vous invite bien évidemment à venir nous rejoindre et à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux de Francisport et l'actualité de mes invités sur leurs réseaux sociaux respectifs. Mille merci et puis à très bientôt. Merci.